Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou dans ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas une discussion entre deux journalistes économiques. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est quelque chose de totalement différent. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Le S&P 500 a brièvement touché le niveau mythique des 7000 points, puis a hésité, reculant alors que les acheteurs montraient des signes évidents d'épuisement et se repositionnaient de manière défensive vers les valeurs décotées et l'énergie. Aux États-Unis, la confiance des consommateurs s'est effondrée à des plus bas de 10 ans, tandis que l'inflation restait tenace, forçant la Réserve fédérale à marquer une pause, au moment même où l'incertitude politique augmentait avec la nomination surprise d'un successeur à Powell. L'Europe a surpris à la hausse avec un véritable élan de croissance, mais l'Allemagne a de nouveau trébuché, tandis que la volatilité du yen japonais menaçait la liquidité mondiale et que la Chine abaissait discrètement ses ambitions de croissance, signalant un cycle mondial plus lent et plus contrôlé. Avant de courir après la prochaine cassure ou le prochain pari macro, faites une pause. Décryptons ce que les données murmurent réellement, pas seulement ce que les gros titres hurlent. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 principaux risques mondiaux capables de prendre les marchés par surprise la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Bienvenue. La semaine sur les marchés a eu des allures de partie d'échecs à très haute tension. D'un côté, on a la Réserve fédérale américaine qui semble jouer un coup d'attente, Oui, un bouton pause qui a permis aux indices de flirter avec des sommets. Mais de l'autre, et c'est là que ça devient intéressant, sous la surface, il y a des signaux d'alarme qui commencent à clignoter de plus en plus fort. C'est exactement ça. On est sur un fil, l'image de la partie d'échec est parfaite, les marchés, ils célèbrent la pause de la Fed, mais en coulisses, qu'est-ce qu'on a? On a une confiance des consommateurs américains qui s'effondre, Vraiment. une inflation sous-jacente qui refuse de disparaître et une nervosité politique qui monte d'un cran, que ce soit à Washington ou à Tokyo d'ailleurs. C'est un équilibre incroyablement précaire. C'est précisément cette tension qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va faire le tour du monde, de cet échiquier financier, des États-Unis à la Chine, pour voir où sont les pièces les plus menaçantes. D'accord. Ensuite, on se projettera sur la semaine prochaine, qui s'annonce décisive. Et surtout, on identifiera les 5 risques majeurs, les 5 échecs et maths potentiels que tout investisseur doit avoir en tête. L'enjeu, c'est de comprendre à cette dynamique de fond, quoi. C'est une véritable lutte entre l'optimisme lié à la résilience de l'économie et la prudence, voire l'inquiétude des grandes banques centrales, qui savent que la partie n'est pas encore gagnée. Alors commençons par le centre du jeu, les États-Unis. On a vu des nouveaux sommets, le S&P 500 a même brièvement touché les 7000 points, et pourtant l'ambiance n'est pas du tout à l'euphorie. Non, pas du tout. On a l'impression que le marché monte sur la pointe des pieds. C'est une excellente image. Le S&P a grignoté 0,3% sur la semaine, mais le Nasdaq et le Dow Jones, eux, ont cédé un peu de terrain. Et ce bref passage au-dessus des 7000 points. C'est symptomatique. L'envie est là, mais la peur du vide aussi. Et ce qui est vraiment révélateur, c'est ce qui se passe sous le capot du marché. On a assisté à une rotation très très nette. C'est-à-dire, On se met à l'abri, c'est ça? en quelque sorte, oui, les investisseurs ont délaissé les valeurs de croissance, vous savez, les stars de la tech qui promettent des profits pour demain, pour se réfugier sur le value. Le plus traditionnel, exactement. Des entreprises plus solides, peut-être moins glamour, mais jugées sous-évaluées. C'est un mouvement de prudence classique, un signe que le marché cherche du concret, pas des promesses. Et ça nous amène au grand paradoxe de la semaine. Cette espèce de schizophrénie ambiante, là, d'un côté, les chiffres de l'emploi sont au vert, et de l'autre, le moral des ménages est dans le rouge. Comment c'est possible? C'est toute la question. Les chiffres bruts sont excellents. Les demandes d'allocation chômage sont très basses, à 209 000. Sur le papier, c'est le plein emploi. Mais, Mais si on interroge les gens, c'est une toute autre histoire. L'indice de confiance du Conference Board a plongé à 80-85. C'est son plus bas niveau depuis 2014. et c'est ça qui est fascinant. Les gros titres disent plein emploi, mais le portefeuille des gens, lui, raconte autre chose.
N'est-ce pas le signe que l'inflation du quotidien, celle des services, du supermarché, pèse beaucoup plus lourd dans le moral que les statistiques officielles? Vous mettez le doigt dessus. Il y a un décalage complet entre la macroéconomie et la météo personnelle. Et pour ne rien arranger, les prix à la production ont grimpé de 0,5% en décembre. C'est plus que prévu. Et ce n'est pas l'énergie cette fois. Non, ce sont les services, les marges des distributeurs. Cette inflation-là, elle est collante, elle s'incruste. Et au milieu de ce tableau complexe, la Fed fait une pause, comme on s'y attendait, mais la vraie bombe de la semaine, elle est politique. Cette nomination par le président Trump de Kevin Warsh pour remplacer Jerome Powell en mai. Ça change toute la donne, non? Ça change absolument tout. Warsh est connu pour être beaucoup plus faucon, beaucoup plus agressif sur l'inflation que Powell. Le marché commence à peine à intégrer ce que ça pourrait signifier. C'est-à-dire une politique plus dure. Une politique monétaire potentiellement plus dure à partir de mai, oui. Donc pour les États-Unis, le résumé est simple. La résilience est là, mais les nuages s'accumulent très vite. Donc si on reste sur notre image de la partie d'échec, aux États-Unis, la Fed a joué un coup d'attente, mais un joueur plus agressif s'apprête à entrer. En Europe, il y a l'impression que les joueurs sont plus hésitants. Ils avancent un pion, puis en reculent un autre. C'est une bonne transition. L'Europe a connu une semaine mitigée. Le Stoxx 600 pan-européen a bien tenu, plus 0,4%, mais la locomotive allemande, le DAX, a reculé de 1,5%. Ah oui, quand même. On voit l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie qui repartent. Le moral s'améliore, notamment en France, après l'apaisement de la crise budgétaire. On sent un léger souffle d'optimisme, mais il y a un mais, et il vient de Berlin, l'Allemagne qui revoit à la baisse ses propres prévisions pour 2026. C'est quand même fou ça. C'est le bémol, exactement. Le gouvernement allemand table maintenant sur seulement 1% de croissance en 2026. La raison invoquée? Des retards dans les réformes. Donc le moteur historique de l'Europe qui cale à cause de sa propre bureaucratie. En quelque sorte, oui. C'est le symbole de l'inertie politique européenne. La reprise est là, elle est palpable, mais elle est lente, elle est fragile et elle est freinée par des obstacles politiques. C'est pour ça que la communication de la BCE jeudi sera scrutée à la loupe. Chaque mot va compter. Un mot rapide sur le Royaume-Uni, qui semble jouer sa propre partie un peu à part. Le FTSE 100 a bien progressé, mais un chiffre a attiré l'attention de tout le monde, les approbations de prêts immobiliers. Oui, elles sont au plus bas depuis 18 mois. C'est le signal que tout le monde attendait et il est très clair. Le consommateur britannique est sous pression. Il n'en peut plus. À cause des taux? À cause de la flambée des taux d'emprunt, oui. Se loger est devenu un luxe. C'est un véritable canari dans la mine de charbon pour l'économie britannique. La Banque d'Angleterre marche vraiment sur des œufs. Cette prudence qu'on voit en Europe liée à l'inertie politique, on la retrouve d'une toute autre manière au Japon. Là-bas, ce n'est pas l'inertie, au contraire, c'est la fébrilité qui domine. Parfaitement. Le Nikkei et le Topix ont tous les deux reculé. La nervosité est palpable et elle a deux sources. La première, c'est le yen qui fait des mouvements d'une brutalité impressionnante. Pourquoi cette volatilité? Le marché est persuadé que le gouvernement va finir par intervenir pour freiner sa devise. Et cette seule crainte suffit à plomber toutes les grandes valeurs exportatrices qui sont le cœur du réacteur de la bourse de Tokyo. Et la deuxième source d'angoisse? C'est la politique. Encore et toujours, les élections législatives du 8 février approchent. Même si le parti du Premier ministre Takaichi est favori, l'incertitude pèse. Les marchés détestent l'incertitude. Mais il y a une petite lueur d'espoir, non? Oui, une petite lueur. L'inflation de base à Tokyo ralentit enfin. Elle est à 2,0%. Ça enlève un peu de pression à la Banque du Japon qui avait surpris tout le monde avec une hausse de taux en décembre. Donc, pour le Japon, un jeu très instable. On quitte cette fébrilité pour un tout autre style de jeu, la Chine, où le maître mot semble être contrôle. C'est un changement de philosophie radical. Les marchés sont restés stables, avec une belle performance de Hong Kong. Mais le signal le plus important ne vient pas des cours de bourse. Il vient de la doctrine économique. C'est-à-dire? 13 provinces, et pas des moindres, le Guangdong, le Zhejiang, ont officiellement abaissé leurs objectifs de croissance pour 2026. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est la fin du Made in China qui tire l'économie mondiale? C'est une excellente question. Ça veut dire que Pékin a décidé de privilégier la stabilité à la vitesse. Fini la croissance à tout prix. Ils veulent une croissance de meilleure qualité, moins dépendante de l'endettement, de l'immobilier. Donc ils évitent une relance massive. Exactement. C'est un ralentissement piloté, contrôlé. Mais ce contrôle a un prix pour le reste du monde. Une demande chinoise qui sera potentiellement plus faible, notamment pour les matières premières. Ce tour du monde est éclairant. On voit bien toutes les tensions à l'œuvre. Projetons-nous maintenant sur la semaine prochaine. Elle s'annonce comme un véritable point de bascule.
Oui, l'agenda est très chargé. Aux États-Unis, le grand rendez-vous, c'est vendredi. Le rapport sur l'emploi de janvier. Ce sera le juge de paix absolu pour la Fed. Et avant ça, on aura les indices d'activité ISM. En Europe, tous les regards seront tournés vers Francfort. On a les chiffres de l'inflation pour janvier mercredi et surtout le plat de résistance jeudi, la décision de la BCE et la conférence de presse. Chaque adjectif sera pesé, suranalysé. Absolument. La Banque d'Angleterre se réunit aussi jeudi. Et en Asie, le Japon sera suspendu à la politique préélectorale, tandis qu'en Chine, l'indice manufacturier PMI de lundi donnera le ton. Il nous dira si le ralentissement est bien sous contrôle. C'est un agenda de tous les dangers, ce qui nous amène à notre dernière partie, les 5 risques majeurs, les 5 menaces qu'il faut absolument surveiller. Numéro 1. Sans aucune hésitation, une surprise sur l'emploi américain. C'est un point d'équilibre ultra sensible. Un chiffre trop faible et les craintes de récession reviennent au galop. Et un chiffre trop fort? Un chiffre beaucoup trop fort et le marché panique. Il anticipe des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps. La fenêtre de tir pour un bon chiffre est minuscule. Le deuxième risque, c'est le retour du fantôme de l'inflation. Oui, une inflation qui s'avère plus tenace que prévu. On l'a vu avec les prix à la production. Si d'autres chiffres confirment cette tendance, eh bien ça pourrait forcer la Fed à mettre ses projets de baisse de taux au frigo. Le marché détesterait ça. Troisième point de vigilance, on revient en Europe. Vous parliez de la BCE. Une erreur de communication de la BCE. La reprise européenne, c'est une petite flamme fragile. Un discours jugé trop restrictif, trop faucon, pour aller l'étendre d'un seul coup. Les marchés sont devenus hypersensibles à la sémantique de Francfort. Une seule phrase maladroite peut faire des dégâts considérables. Quatrième risque, on repart au Japon avec sa monnaie. L'intervention sur le yen. C'est le signe noir potentiel de la semaine. Une action soudaine de Tokyo pour affaiblir sa monnaie pourrait déclencher une onde de choc sur tout le marché d'échange. Par effet domino, ça déstabiliserait les autres marchés. C'est un risque de contagion. Et enfin, le cinquième et dernier risque nous ramène en Chine. Une déception sur la croissance chinoise. Les objectifs ont déjà été revus à la baisse. Un mauvais chiffre d'activité, comme un indice PMI qui plongerait lundi, confirmerait que le ralentissement est peut-être moins contrôlé qu'on ne le pense. Et ça, ce serait un très mauvais signal. Un très mauvais signal pour la demande mondiale et ça mettrait une pression immédiate sur les matières premières. Le résumé est clair, les marchés tiennent bon, mais les taux se resserrent. La pause de la Fed offre un répit, mais le cocktail de consommateurs inquiets, d'inflation persistante et de brouillard politique est potentiellement explosif. La semaine qui vient sera un véritable test de vérité. Tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion. La question n'est peut-être plus de savoir si la Fed a réussi son fameux atterrissage en douceur. Quelle est la vraie question alors ? La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir si l'avion a encore assez de carburant pour rester en altitude, alors que les passagers, c'est-à-dire les consommateurs, commencent à regarder par le hublot avec une anxiété qui grandit de jour en jour. Qu'est-ce qui va craquer en premier alors ? C'est ça. Qu'est-ce qui va céder ? La résilience de l'économie ou la patience des investisseurs ? Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.